Bien, on attaque donc la réduction. Et là, bon, on va l'attaquer un peu par le haut, hein. On va faire tout de suite intervenir le héros de l'histoire, c'est le polynôme. Euh, et on va regarder comme premier chapitre les polynômes d'endomorphisme. Alors on prend E, un espace vectoriel de dimension finie sur K, un corps K, et en fait on va regarder un endomorphisme U de E, et il est bon de voir U comme un objet en soi. C'est de la même manière que un espace vectoriel muni d'une base doit être considéré comme un objet en soi, un espace vectoriel muni d'un endomorphisme peut être considéré comme un objet en soi. C'est assez intéressant de le penser comme ça. Bref, on part d'un polynôme ici qui a un coefficient dans K. Donc il est dans K de x et il est de degré n, là ici, et il peut être nul évidemment. On va lui associer ce qu'on appelle le polynôme d'endomorphisme. Vous noterez polynôme au pluriel, endomorphisme au singulier, parce qu'il va y en avoir qu'un ici, c'est U, et polynôme, il va y en avoir beaucoup. C'est dans K de x. P de U, ça va être tout simplement AN UN. Alors qu'est-ce que ça veut dire UN? C'est U rond U rond U rond U, d'accord, N fois. A N-1, c'est UN fois UN-1, donc ici ça a un sens, hein. On peut les ajouter, tout ça a un sens, hein. Plus A1U, par contre, plus A0, ça c'est une erreur, c'est souvent une typo, hein, parce que c'est pas pensé méchamment. Ah mais ils le font pas méchamment la plupart. Mais c'est une erreur, hein. C'est pas A0, parce que là ça voudrait rien dire. Parce que tout ça c'est des endomorphismes, donc on peut les ajouter, mais A0 c'est un élément du corps. Donc c'est A0 identité, qui lui évidemment est un endomorphisme, entre parenthèses c'est l'identité de E, si je devais préciser. Et ça me fait un endomorphisme. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un polynôme et je l'ai évalué en U. C'est un peu plus original que ce qu'on fait d'habitude, où on évalue en un élément du corps, hein. Là, on évalue en un endomorphisme, hein. C'est l'avantage justement d'avoir pris une indéterminée plutôt qu'une fonction polynôme. Le polynôme est capable de faire ça. Alors, effectivement, vous avez un ensemble de départ, c'est k de x, plus, donc c'est l'addition des polynômes, la multiplication par un scalaire et la multiplication interne entre polynômes. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça va définir ce qu'on appelle une algèbre. Voilà, c'est en quelque sorte le terrain de jeu de l'algébrisme, hein. Vous avez tout ce que vous voulez, vous avez de l'addition, de la multiplication externe, des espaces vectoriels, des anneaux, tout ça, bon, tout ça ensemble, hein. Et avec business as usual, les distributivités, de l'associativité, toutes les règles de calcul qu'on aime bien. Voilà. Donc là, vous avez une algèbre. Ici, vous avez une autre algèbre. Vous avez L de E, toujours plus, toujours multiplié par un scalaire, mais là c'est la loi rond, parce que maintenant on va de E dans E, donc on a une loi rond. Et on a une application, évaluation en U, F indice U, qui a P associe P de U. Voilà. C'est bien défini, hein, puisque finalement P de U ne dépend bien que de P, puisque les coefficients, eux, ne dépendent que de P. On s'est servi des coefficients. C'est pour ça qu'on n'aurait pas pu faire ça avec une fonction polynomiale, mais avec un polynôme, oui, parce que le polynôme, la donnée d'un polynôme est équivalente à la donnée des coefficients du polynôme. Donc c'est bien défini. Et puis, la définition, ici, qu'on a, toutes les définitions, vont faire, et ça, vous pouvez le vérifier, qu'on va avoir un morphisme d'algèbre, d'accord? Et c'est-à-dire que quand on va ajouter ici P plus Q, on va avoir P plus Q de U égale P de U plus Q de U. Pareil si on multiplie par un scalaire. Et surtout la formule, hein, si vous avez PQ de U, et bien là ça fait P de U fois Q de U. Vous pouvez le vérifier par un calcul direct. Ou, si vous êtes plus fin, vous pouvez le vérifier juste pour les monômes, et ensuite vous dites, une fois que c'est vérifié pour les monômes, après, par linéarité, distributivité, etc., ça va marcher.
Voilà, hein, de toute façon, vous avez ça. Remarquez qu'en particulier, vous avez P puissance n de U, et ça, on n'y pense pas toujours, c'est P de U puissance n. Alors, faites bien attention, hein, ce P puissance n de U, ça, c'est la multiplication, c'est la puissance nème du polynôme, alors que ça, c'est une loi rond, c'est P de U puissance n. Donc, ça, vous voyez, c'est deux petites formules importantes, mais faciles à démontrer. Donc, on a un morphisme de K-algèbre. Est-ce que c'est un isomorphisme? Alors, la réponse est non et non. C'est-à-dire, est-ce que FU est injectif? Eh bien, certainement pas. Parce que ça, comme c'est un morphisme d'algèbre, c'est un morphisme d'espace vectoriel, donc on peut voir s'il y a des chances d'avoir un isomorphisme s'ils ont même dimension, mais là non, parce que ici, la dimension de K de X, c'est infini, alors que la dimension de L de E, c'est n au carré, où n, c'est la dimension de E. D'accord? Bon, donc aucune chance d'être injectif, parce qu'il y en a trop là et là. Donc forcément, il va y avoir un noyau non nul. Est-ce que c'est surjectif? Eh bien encore non. Non, parce que lui, alors là c'est un peu plus fin, mais regardez, ça c'est commutatif. D'accord? La multiplication ici est commutative. Alors qu'ici, la loi rond n'est pas commutative. D'accord? Il existe des matrices qui ne commutent pas, ou des matrices ou des endomorphismes, avec les matrices c'est plus visible, qui ne commutent pas entre elles. D'accord? À partir du moment où la dimension est supérieure à 2. Parce que pour la dimension 1, bah c'est L de E, c'est le corps. Donc là, bon, mais voilà, hein, on va dire que n est supérieur à 2. Donc FU est non surjectif. D'accord? Parce que l'image ici, par un morphisme de quelque chose de commutatif, bah forcément est commutatif. Donc ça ne peut pas être tout, puisque ça c'est non commutatif, il y a des matrices qui commutent pas. Bon, voilà. Donc, voilà. Donc quand on prend un polynôme ici de U et un autre polynôme de U, ici, P de U et Q de U, ben vous voyez que ça commute. C'est-à-dire que P de U, Q de U, c'est égal à Q de U, P de U. Voilà. Bon. Maintenant, quelques petites définitions. Ben, du coup, il est intéressant de regarder l'image et le noyau, et ça va nous apporter des notions. D'abord, l'image. Ce qu'il y a de plus simple, ben, l'image de FU, c'est l'ensemble, forcément, des P de U, où P parcourt K de X. Étant donné que c'est l'image d'une algèbre par un morphisme d'algèbre, ça va être automatiquement une K sous-algèbre. Ça va être une K sous-algèbre, on l'a dit, commutative de L de E. Et bien, c'est ce qu'on appelle les polynômes d'endomorphisme. C'est ça le titre, polynôme d'endomorphisme. Maintenant, donc on a une sous-algèbre qui est intéressante, dont on pourra calculer la dimension, dans lequel on verra que quand on est sur R ou C, on va avoir l'exponentielle qui va y être, il va y avoir un certain nombre de fonctions analytiques qui vont nous servir. Bon, donc c'est vraiment quelque chose, il va se passer des choses là-dedans. Maintenant, plus important et un peu plus fin, le noyau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la structure du noyau d'un morphisme d'algèbre? Le noyau d'un morphisme d'algèbre, c'est en particulier le noyau d'un morphisme d'anneau. D'accord? Et donc, c'est un idéal. D'accord? Et comme c'est un idéal de K de X qui est principal, et ben, c'est engendré par un élément. D'accord? On sait que c'est principal, donc il va y avoir un polynôme générateur, c'est-à-dire que ker FU, c'est engendré par un polynôme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire engendré par un polynôme? C'est-à-dire que tous les éléments P, tous les polynômes P qui annulent U, c'est-à-dire tels que P de U égale 0, donc je vous avais dit que c'était quand même lié à des équations matricielles tout à l'heure, donc là on y vient, sont, tous ces polynômes-là qui annulent U, sont engendrés, sont multiples d'un certain polynôme donné. Ce polynôme mu-U, est-ce qu'il peut être nul? Oui, s'il était nul, alors ça voudrait dire que ce serait injectif. On sait que c'est non injectif, donc il est non nul. Est-ce qu'il est unique? Ah,
il n'est pas tout à fait unique, il est unique à scalaire non nul près. Voilà. Et donc, on va le prendre unitaire, et en le prenant unitaire, on a une unicité. Donc, on a défini ce qu'on appelle le polynôme minimal. Hein. Donc, comprendre le polynôme minimal annulateur, qui est le premier objet, le premier polynôme naturel qu'on peut associer à U. Voilà. Voilà, on va faire le point en un théorème sur ce qu'on vient de comprendre concernant le polynôme minimal. Si E est un K espace vectoriel de dimension finie et U un endomorphisme de E, alors il existe un unique polynôme, dans le cas de X, qui est unitaire, qui annule U, et qui est finalement le chef de file des annulateurs de U. Ben oui, dans ce monde-là, minimal, c'est le chef. C'est-à-dire, à chaque fois que P de U est égal à 0, d'accord, endomorphisme nul, P annule U, si et seulement si, mu U divise P. Et là, on a dit le mot clé, le mot divise. C'est-à-dire, on comprend maintenant polynôme d'endomorphisme. Pourquoi les polynômes vont venir à la rescousse des endomorphismes. Ici, on va voir pourquoi les polynômes aident les endomorphismes. Bah oui, parce que dans les endomorphismes, c'est une algèbre, ok, mais quand on a regardé comme objet E, U, on précise une sous-algèbre des endomorphismes, les polynômes d'endomorphisme, et où les polynômes vont pouvoir nous aider parce qu'ils ont un atout supplémentaire, c'est l'arithmétique, c'est-à-dire l'étude de la divisibilité. Voilà, d'accord, et on va le voir tout de suite en action avec le lemme des noyaux, qui est, alors c'est une version du lemme des noyaux avec juste 2 polynômes, mais en fait tout est là avec 2 polynômes. Vous allez voir que quand on en a n de polynômes, on n'a rien de plus compliqué. Voilà, c'est que si on prend 2 polynômes P et Q, premier entre eux, d'accord, alors maintenant il va falloir faire attention parce que le mot clé maintenant ça va être le mot syntaxe, c'est-à-dire est-ce que ce que j'écris a un sens. Il va falloir s'entraîner beaucoup pour que vous écriviez des choses qui ont un sens systématiquement, d'accord. On peut maintenant, on a une telle combinatoire entre les éléments de l'espace, les éléments, les endomorphismes et les polynômes, c'est comme l'histoire de la chèvre, du chou et du loup, hein, d'accord. On a 3 objets puis qui ont des relations entre elles et il faut faire attention, à la syntaxe. Donc ici, on a ça c'est PQ, ça c'est 2 polynômes. On les multiplie, ça fait un polynôme. Un polynôme, on l'évalue en U. Ça fait un endomorphisme. Un endomorphisme, on peut parler du noyau. Voilà. Ici, on a P de U, d'accord, et donc on peut parler de ker de P, c'est un espace, un sous-espace, et ça c'est un autre sous-espace, ker de Q de U. Et là, ici, ils sont en somme directe, d'accord. Donc, je ne sais pas si j'ai dit ker de P, mais c'est justement exactement l'erreur à ne pas faire, c'est que quand on va trop vite, on dit ker de P, on l'écrit, etc. Et là, c'est vilain, parce que ker de P, ça ne veut rien dire, la syntaxe n'est pas bonne. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous voyez que, ici, le fait que P et Q sont premiers entre eux va se voir dans l'espace, c'est ça qui est joli, qu'on va passer, on va interpréter de l'arithmétique des polynômes dans l'espace. Et comment ils s'interprètent dans l'espace? Avec une somme directe. Voilà, ici ils sont en somme directe. Donc la preuve,